Alors, merci beaucoup pour votre invitation. J'imagine que c'est un sujet important. Alors déjà, je suis que gastro-entérologue. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Et donc, je vous parle du stress et son impact sur les maladies inflammatoires d'un point de vue gastro-entérologique et du fait d'un clinicien qui voit des patients. Et j'ai cru comprendre dans la salle qu'il y avait probablement des gens beaucoup plus experts que moi sur les approches psychologiques de traitement. Donc, par avance, je suis désolé et je m'excuse si j'ai un niveau plutôt limité sur ces questions-là. Mais on va essayer de faire un point de où on en est de la compréhension des interactions, parce que c'est un sujet sur lequel, finalement, on n'avait pas beaucoup de données et on commence à s'y intéresser. Alors, déjà, la première chose, le stress, qu'est-ce que c'est ? C'est difficile à définir. Tout le monde en ressent. Donc, je suis allé regarder sur la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, le stress est défini comme ça par l'OMS. C'est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Dans situation difficile, on le verra, la maladie est une situation difficile. Et il s'agit d'une réponse humaine naturelle. Donc, en fait, le stress, c'est naturel. Et qui nous incite à relever des défis, à faire face, qui nous aide. Donc le stress au début est physiologique. Le stress, c'est quelque chose qui nous aide à surmonter une difficulté, à affronter nos problèmes. Mais le problème, c'est que chacun a une réponse au stress qui peut être différente et induire une pathologie ou des réponses qui sont parfois désagréables pour l'organisme. Et donc, au stress, il y a une réponse psychique et aussi une réponse physique. On a des symptômes qui sont liés à un état de stress. Et ça, on va regarder. Et bien sûr, tout le monde n'est pas égal dans ses défenses et sa façon de réagir au stress. Et tout ça, ça interagit avec la maladie. Mais bien évidemment, le stress n'est pas une maladie. Tout le monde a du stress. Mais quand on est malade, on peut avoir une réactivité au stress qui est différente. Alors, stress et Mickey, qu'est-ce qu'on a dans la littérature ? Qu'est-ce qu'on a comme données ? Vous avez ici une étude qui a repris, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire que c'est des études qui reprennent les résultats de plusieurs études sur le sujet pour essayer de faire une synthèse et d'avoir une idée. Et donc vous voyez ici la prévalence, c'est-à-dire la prévalence, c'est la proportion de gens qui expriment un état de stress, d'anxiété et de dépression, que ce soit dans les maladies inflammatoires actives et inactives. Et vous voyez que pour ce qui est de l'anxiété, c'est 40% des patients Mickey en situation inactive avec une maladie en rémission qui éprouvent une anxiété, 24% d'une dépression, enfin ou un état dépressif ou une humeur dépressive. Et lorsque la maladie est active, évidemment, c'est plus important parce qu'il y a de l'incertitude, il y a une gêne plus importante, un stress de comment je vais me sortir de ma poussée. Et ça atteint au niveau de l'anxiété 60% pour l'anxiété et près de 40% pour une humeur dépressive. Quand on regarde la carte du monde, ça j'ai trouvé ça assez rigolo, c'est une représentation sur la planète de comment les gens qui ont une Mickey expriment un état d'anxiété. Je ne sais pas si vous voyez, mais en France c'est le plus élevé. C'est 41% des patients avec Mickey qui disent être anxieux. Alors c'est un peu bizarre parce que vous voyez dans des pays où il se passe des choses un peu plus graves, tout ça en Iran c'est 30%. Donc en fait je ne sais pas ce qui se passe en France pour être stressé à ce point-là. Il faut savoir que ces chiffres ils viennent d'une enquête dans les années 2008-2009, qui est une enquête de l'AFA, où il y a Alain Olapi qui était signataire, l'étude ICO, et donc c'est assez étonnant de voir ce niveau de stress ou d'anxiété important en France. On est peut-être un peu un pays de râleurs, peut-être que ça joue, je ne sais pas. Comme je vous le disais, le stress, c'est une réaction naturelle que tout le monde peut avoir à des situations difficile. La maladie est une situation difficile parce que quand on va poser aux patients quelles sont vos craintes du quotidien, il y a plein d'enquêtes différentes, je vous en ai choisi une ici, et bien il y a des craintes beaucoup liées à l'incertitude qu'impacte la maladie sur le quotidien. Est-ce que je risque d'être opéré ? Est-ce que je risque d'avoir une stomie ? Est-ce que je vais avoir des symptômes qui vont m'empêcher de travailler normalement, de prendre ce job qui m'intéresse ? Est-ce que je vais être productif ? Est-ce que je vais pouvoir assurer ma vie familiale, ma vie de couple, etc. Donc la maladie est pourvoyeuse du stress. Donc on a un niveau de stress plus important quand on est malade, ça c'est une certitude. Et puis quand on va reprendre les données de l'enquête que vous aviez fait dans Regards croisés, qui sont peut-être plus
une enquête plus récente que l'enquête de 2010 avec 41% de gens anxieux, ça reste quand même avec une meilleure prise en charge et une évaluation un peu plus récente. Vous voyez, quand on regarde la santé mentale, l'impact sur le moral, il y a 33% des patients dans cette enquête regard croisé qui intéressait quand même plus de 2500 patients qui disent avoir un impact et des baisses de morale. C'est beaucoup, hein, un tiers des gens. 91% qui ressentent un sentiment négatif au cours des 4 dernières semaines, donc récemment, ça veut dire que ça impacte quand même beaucoup de gens. Et bien sûr, les symptômes de la maladie qui majorent. Alors, pour comprendre ce qui peut se passer quand on est stressé, qu'on ait ou qu'on n'ait pas une Mickey, on sait depuis longtemps que le système digestif, le ventre, réagit au stress et réagit physiquement au stress, puisque vous avez ces expressions populaires, avoir la boule au ventre, avoir l'estomac noué, se tordre les boyaux, avoir la peur au ventre. Donc on sait depuis longtemps que lorsqu'on est stressé, lorsqu'on ressent un stress, il y a un impact physique sur le système digestif. Vous savez aussi qu'il y a une expression maintenant que tout le monde connaît, qui est que l'intestin est le deuxième cerveau. Il y a énormément de neurones, on va voir un peu le détail de pourquoi. Et donc il y a une réactivité de l'intestin aux émotions. Qu'on ait une Mickey ou qu'on n'ait pas une Mickey, on verra que quand on a une Mickey, c'est amplifié. Et donc pourquoi est-ce que l'intestin réagit à ces émotions et à ce stress? Alors, j'ai dû me replonger dans les livres, hein, parce que ça, je ne fais pas ça tous les jours, donc je vais essayer de vous le faire simple comme moi je l'ai compris. Quand vous êtes face à un stress, vous avez 2 systèmes biologiques qui s'activent. Vous avez une sécrétion hormonale d'hormones du stress, et ça, c'est fait par l'axe hypothalamo-hypophysaire, l'hypophyse, le thalamus, l'hypothalamus. Et donc, quand vous avez un stress, vous avez une réaction hormonale, on sécrète du CRH, de l'ACTH, et donc ça va faire sécréter par les surrénales des hormones qui sont des hormones du stress, c'est-à-dire les corticoïdes naturels, l'adrénaline, la noradrénaline, et donc vous avez des réactions physiques, tachycardie, augmentation du métabolisme pour réagir au stress, et ça, c'est un axe hormonal. Et puis, vous avez un axe, je ne sais pas si j'ai une flèche, non, je ne crois pas, vous avez un axe neurologique avec un réflexe neurologique du système nerveux autonome, c'est des nerfs que vous ne contrôlez pas, hein, qui sont autonomes, qui vont s'activer, et c'est ce qu'on appelle le système sympathique et parasympathique. Je vous les ai mis ici. Système sympathique et parasympathique, c'est des nerfs automatiques. Quand vous êtes stressé, ça s'active. Vous avez à gauche le système sympathique, et donc vous voyez, ces nerfs sortent de la moelle épinière et vont avoir des connexions avec plein d'organes importants, les bronches, les poumons, le cœur, mais aussi l'intestin. Et ce que ça fait, c'est quand vous êtes stressé, en fait, on a évolué comme ça depuis la préhistoire et depuis les premiers hommes et depuis les premiers organismes, c'est-à-dire... Pourquoi vous pouvez être stressé? Parce que quand vous êtes un homme préhistorique et que vous voyez un ours des cavernes qui va vous bouffer, vous activez votre système d'adrénaline et tout ça pour vous donner de l'énergie et pouvoir cavaler et vous enfuir, et vous activez votre système sympathique, et ça va au niveau du cœur accélérer le rythme cardiaque pour mobiliser de l'énergie, ça va au niveau de l'intestin freiner tout ce qui n'est pas nécessaire, ça freine la digestion, voilà, ça dilate les pupilles pour voir mieux ce qui passe, et ça, c'est une réaction automatique, naturelle, liée au stress. Et puis, vous avez un système qui freine ça, qui est le système parasympathique et qui est le nerf vague, parce qu'une fois que le stress est passé, vous êtes caché, l'ours ne veut plus vous bouffer, il va bien falloir calmer le truc, et donc automatiquement, vous avez un système nerveux autonome qui va calmer ça, et c'est le nerf vague, avec... hypotension, tout ça. C'est pour ça qu'on peut faire un malaise vagal, c'est-à-dire vous avez une forte douleur, vous avez un stress aigu, le stress passe, et donc vous avez une réaction vagale plus importante, et c'est là, quand on a mal par exemple, une trop forte réaction vagale qui va compenser, donc vous allez avoir une baisse de tension, une bradycardie, vous allez vouloir tomber dans les pommes, vous allez avoir mal au ventre avec de la diarrhée, ça c'est parce qu'il y a une réaction vagale. Donc ça, c'est une boucle naturelle, mais vous voyez que lorsqu'on a un stress, on a et à la fois un système hormonal et à la fois un système nerveux qui va donner une réactivité différente du système digestif, mais aussi d'autres organes. Ce qui n'est pas bon, c'est le stress chronique. C'est comme l'inflammation chronique, c'est comme le stress chronique, parce que ça, on verra que le stress chronique, il va baisser l'activité du nerf vague, et qu'en fait, le nerf vague, il est plutôt positif, il est plutôt anti-inflammatoire pour les réactions au niveau de l'intestin. Pourquoi est-ce que l'intestin, c'est le deuxième cerveau? Parce que si on regarde cette coupe anatomique,
vous voyez que ce qui est en jaune, c'est tous les petits nerfs qui arrivent au niveau de l'intestin. Et donc, vous avez énormément de réseaux nerveux qui viennent dans votre intestin au niveau de la couche musculaire, mais aussi au niveau de la couche plus profonde, presque au niveau de la muqueuse. Et si on fait une coupe ici, comme une coupe de saucisson, là, vous voyez que tout ce qui est vert, c'est les petits ganglions, les petits relais neurologiques qui sont à la fois au niveau des muscles, mais aussi très, très au contact de la muqueuse. Et là, vous voyez une façon anatomique différente de vous montrer les choses, qu'il y a vraiment des relais de neurones qui partent de la moelle, qui partent du cerveau et qui vont s'interconnecter entre les muscles et aller jusqu'au niveau de la muqueuse pour aller donner des signaux, des neurotransmetteurs, à la fois aux cellules de l'inflammation qui sont ici pour vous protéger, mais aussi aux cellules de l'épithélium intestinal. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme expérience pour montrer que le stress induisait des modifications au niveau de l'intestin? On parlait des comités d'éthique chez la souris, de est-ce que c'est éthique? Alors là, on a des collègues belges qui ont fait chez l'homme des expériences incroyables, dont celle-là. Ils ont pris des étudiants en médecine de l'université de Liège, et en fait, c'était des volontaires, hein. Alors, peut-être même ils ont été payés, je ne sais pas. Mais on les a fait soumettre, on les a soumis à un certain nombre de stress. Le contrôle, c'était des étudiants pas stressés. Et puis on les a fait parler en public, un peu comme moi aujourd'hui, mais c'était plus compliqué que ça. C'était soutenir la thèse pendant 1h30 en anglais avec un jury horrible. Et ça, c'était l'épreuve de stress oral. 45 minutes en anglais devant un jury abominable. On a fait un stress, un autre type de stress qui était de les mettre dans le noir avec des décharges électriques douloureuses au niveau de la peau et en leur disant « Attention, ça va vous faire mal, 1, 2, 3, zzz », on les mettait. Et puis « Attention, ça va vous faire mal », mais ils comptaient, mais ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient prendre le coup de jus. Et donc ça, c'était assez stressant, mais ça ne durait pas 3/4 d'heure, ça durait 10 minutes. Et puis, à d'autres, on a donné juste un peu d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce qu'ils ont voulu voir, les auteurs de cette étude-là, c'est quel type de stress, est-ce que le stress pouvait avoir endommagé la barrière intestinale, la façon dont l'intestin se réagit. Et donc, à ces gens-là, selon les différents types de stress auxquels on les soumettait, on leur faisait aussi des mesures de l'hormone du stress dans la salive, c'est-à-dire le CRH. C'est une hormone, quand on est stressé, on produit du CRH. Comme je vous ai dit, il y a une boucle hormonale. Et puis, on regardait la perméabilité intestinale en leur faisant boire des sucres, du lactulose mannitol, qui sont des sucres en général très peu digérés. Et on allait regarder au bout de quelques heures dans les urines si on retrouvait ces sucres. En gros, quand on retrouve ces sucres dans les urines, c'est qu'il y a une perméabilité intestinale importante. Et donc, ça veut dire que l'épithélium intestinal, la barrière intestinale, est plus poreuse. Et donc, pas bonne pour vous protéger de l'environnement. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré? En fait, ils ont montré que parler en public et recevoir des chocs électriques, ça augmentait le stress. Ça, c'est le premier graphique. Par contre, là où on trouvait une élévation des hormones, c'était uniquement le fait de parler en public, parce qu'en fait, c'était un stress un peu chronique qui durait longtemps, donc il y a une boucle hormonale. Après, ce qu'ils ont montré, de façon très intéressante, c'est que seul le stress oral de parler au public augmentait la perméabilité intestinale. Et après, ils ont pris d'autres témoins et ils ont injecté l'hormone du stress. Et en fait, en injectant l'hormone du stress, ils ont vu la même perméabilité intestinale. Donc en fait, cette étude, elle a démontré que avoir un stress, et là, ce n'est pas des patients Mickey, hein, c'est tout le monde, avoir un stress chronique, il y a une boucle hormonale et qu'en fait, il y a un effet sur la perméabilité intestinale. Extrêmement intéressant. Autre étude, cette fois chez l'animal, où en fait, ça a très très bien démontré que l'activité du nerf vague, du nerf parasympathique, elle est anti-inflammatoire. Quand le nerf vague fonctionne et donne des influx, ça donne des informations à l'intestin et ça peut stimuler le système immunitaire à produire des réponses anti-inflammatoires, c'est-à-dire des cellules qui vont plutôt calmer l'inflammation que la promouvoir. Et donc c'est très intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on sait qu'un stress chronique, ça bloque l'activité du nerf vague. Et donc, si on dit que le nerf vague, quand il marche normalement, il est plutôt anti-inflammatoire pour l'intestin, un stress chronique pourrait bloquer cet effet bénéfique sur le système immunitaire de l'intestin. Cette étude le montrait. Ça, je vous montre une étude extrêmement récente d'un journal que vous connaissez probablement pas, qui s'appelle Cell. Vous connaissez les journaux scientifiques très importants, le Lancet, le New England,
Nature, qui sont des revues scientifiques internationales de très très haut niveau. Probablement le meilleur journal scientifique où il y a les travaux les plus importants qui sont issus de 10-15 ans de recherche, c'est celui-là, c'est Cell. Avoir une publication dans Cell, c'est le Graal. C'est des papiers qui sont extrêmement importants, c'est des nouveautés scientifiques qui sont majeures. Et bien pour une fois, ce journal a publié une étude très importante qui a montré l'impact du stress sur le système nerveux et sur l'inflammation. Ils ont commencé avec tout plein d'études chez la souris. Je vous montre ici comment on fait des études sur la souris, sur le stress. Il y a plein de façons de stresser les souris. Par exemple, c'est de les mettre dans une petite boîte, de les empêcher de sortir dans le tube. Ça, c'est stressant. C'est de mettre 2 espèces de souris dans une cage où elles se voient avec une espèce un peu faiblarde, un peu chétive, un peu craintive, et devant la souris énorme, hyper musclée, qui n'a qu'une envie, c'est de taper l'autre, et donc de faire un stress avec j'ouvre la cage, j'ouvre pas, j'ouvre la cage, j'ouvre pas, et à un moment on ouvre la cage, et donc il y en a une qui saute sur l'autre, c'est normal, et donc là on va pouvoir mesurer le niveau de stress chez la souris. Alors bien évidemment, les comités d'éthique, ça chez l'homme on ne fait pas. Et chez la souris, c'est compliqué à faire. Alors, je discutais avec Jessia, c'est compliqué à faire. Bref. Et donc, si on fait ça à des souris qui ont une petite susceptibilité génétique à faire de l'inflammation, c'est-à-dire une petite mutation génétique, un petit peu de produits pro-inflammatoires, mais qui n'est pas suffisant pour créer de la vraie inflammation dans le tube digestif. Donc en fait, ces souris-là, elles peuvent faire de l'inflammation, mais s'il n'y a rien qui déclenche l'inflammation, elles ne font pas d'inflammation dans leur tube digestif. Et bien quand on les stresse, vous voyez ici les endoscopies, le simple fait de stresser ces souris font que sur un terrain génétique favorisé ou sur une susceptibilité environnementale particulière, il y a de l'inflammation intestinale qui apparaît. Ensuite, ils sont allés regarder chez des cohortes de patients l'influence du stress sur l'apparition de la maladie ou la gravité de la maladie. Et donc, ils ont utilisé une cohorte anglaise de patients, c'est la UK Biobank. En fait, c'est des sujets qui sont étudiés, qui rentrent dans une cohorte. On va aussi leur faire des prises de sang, des analyses, etc. Et donc, on peut savoir comme ça longitudinalement s'il y a des maladies qui émergent, rechercher les facteurs précoces qui expliquent cette maladie ou les facteurs déclenchants. Et donc, ils ont comme ça une belle cohorte de patients bien étudiés. Parmi eux, 5000 ont développé une Mickey. Et il y a des enquêtes sur le stress, le niveau de stress. Et bien en fait, on voit que chez les gens stressés, il y a un risque de développer la Mickey qui est plus importante. Et puis ensuite, lorsque la Mickey évolue, il y a un risque d'évolution de la Mickey qui est plus importante. Alors c'est très grossier. Il y a plein de biais. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un lien direct entre le stress et la Mickey, mais quand même, c'est un niveau de preuve qui est intéressant, même s'il y a plein de biais. Alors, ils ont utilisé 2 autres cohortes, dont une cohorte de patients, je ne sais plus combien il y avait, 60 patients Mickey qui avaient des questionnaires de stress, une endoscopie à intenter, plein de biopsies au niveau du côlon pour voir un peu le niveau d'inflammation au niveau visuel, mais aussi au niveau moléculaire, des cytokines, des marqueurs, des molécules de l'inflammation. Et donc, il y avait une très belle corrélation entre le niveau de stress déclaré et l'intensité de l'inflammation, que ce soit visuel ou au niveau inflammatoire. Là aussi, on ne peut pas dire juste le stress est la cause ou de sévérité ou de déclenchement, mais en tout cas, il y a plein d'arguments concordants pour dire que c'est un facteur qui peut jouer dans l'apparition de la maladie, exactement comme on a dit tout à l'heure avec l'alimentation. C'est un facteur parmi d'autres, mais ce facteur est important. Ensuite, il y a des données qu'on a sur ce qu'on appelle la plexite. La plexite, qu'est-ce que c'est? C'est quand on soigne des patients avec une maladie de Crohn iléale par de la chirurgie et par une résection, c'est-à-dire qu'on va enlever 15, 20, 30 cm d'intestin grêle qui sont atteints par la maladie, on va regarder si au niveau de la tranche de section, ce qu'on a retiré, on va voir un petit peu d'inflammation, de cellules inflammatoires au contact des neurones. Eh ben, le fait d'avoir un tout petit peu de cellules inflammatoires au contact des neurones, quand on va suivre les gens, il y a un peu plus de risque, quand il y a cette inflammation au contact du système nerveux, qu'il y ait une rechute de la maladie, et ça, indépendamment des autres facteurs que sont le tabac et tout ça. Alors, c'est des travaux qui avaient été initiés par Harry Sokol. D'autres ont montré la même chose. Après, c'est difficile parce que la définition de la plexite, on n'est pas tous d'accord, les anapathes ne sont pas d'accord. Bref, ce n'est pas un facteur facile à étudier parce qu'il n'y a pas de consensus sur la définition, mais c'est quand même quelque chose qui démontre que quand il y a
au contact du système nerveux du tube digestif, un peu d'inflammation, le comportement de la maladie est probablement pas le même et il y a une récidive plus importante. Donc à ce stade, ce que je vous ai expliqué, c'est synthétisé comme ça. Quand on est stressé, on a des voies du stress, qu'elles soient hormonales ou neurologiques, et on sait maintenant que ça augmente la perméabilité. Et quand on parle de stress chronique, hein, un stress aigu, non, un stress chronique qui dure depuis longtemps, que ça majore la perméabilité intestinale, que ça majore l'inflammation intestinale. On n'en a pas parlé, mais ça donne aussi des contractions musculaires. Vous avez vu, il y a plein de neurones au contact des couches musculaires, donc ça donne des crampes, ça fait mal au ventre, ça donne un transit qui s'accélère, et puis ça majore bien évidemment les douleurs. Donc, dans ce sens-là, on sait que le stress augmente les facteurs de la maladie, inflammation, douleur, perméabilité intestinale. Quand on regarde un peu ce qu'on croit savoir de la genèse de ces maladies-là, on l'a dit ce matin, Laurent l'a dit, Jésia l'a dit, en fait, il y a des facteurs probablement prédisposants, hein, des facteurs génétiques, des fragilités individuelles qui font que notre intestin, il n'est pas capable de répondre complètement normalement à l'environnement. Et puis ensuite, il y a des facteurs environnementaux, le tabac, l'hygiène, trop d'antibiotiques dans la naissance, qui font que c'est des facteurs qui augmentent le risque de déclencher une maladie inflammatoire. Et ensuite, il y a probablement, pour que la maladie se déclenche, un facteur qui va mettre le feu aux poudres et qui va faire que ça se déclenche. Alors ça, on le sait très bien avec des infections. On sait qu'après, il y a des gens qui n'ont pas de Mickey et qui, après une infection digestive à salmonelle, à Shigella, une intoxication, vont avoir l'inflammation qui s'emballe, le système immunitaire qui s'emballe, et donc on part dans la maladie inflammatoire chronique. Et donc, il faut souvent un facteur déclenchant qu'on n'identifie pas, hein, clairement. Allez pas vous poser la question, qu'est-ce qui m'a déclenché ma Mickey ? Souvent, on ne trouve pas. Des fois, c'est clair, des fois, c'est pas clair du tout. Mais vu ce qu'on sait aujourd'hui de l'action biologique du stress sur l'intestin, sur l'inflammation, on peut tout à fait imaginer que le stress peut être chez certains patients un facteur qui déclenche la maladie. D'ailleurs, on a plein de gens en consultation qui disent « j'ai fait ma première poussée après un décès, un divorce, un gros stress, la perte d'un ami, etc. » Et donc, vous nous le dites, nous, on ne savait pas si on devait y croire ou pas y croire, mais finalement, maintenant qu'on a des arguments biologiques pour dire « ok, le stress n'est pas anodin sur l'inflammation et sur la perméabilité », je pense qu'on peut tout à fait dire que chez certains patients, le stress a pu être un facteur déclenchant. Chez d'autres, ça va être une bactérie, chez d'autres, ça va être un virus, chez d'autres, on ne saura jamais, mais il y a peut-être eu un petit truc qui a déclenché. Ensuite, donc je vous ai dit, ça marchait dans ce sens-là. Le stress, ça abîme l'intestin et ça augmente les marqueurs de l'inflammation. Ce qui est compliqué et ce qui est pervers, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que des états inflammatoires de l'intestin ou d'autres organes créent un état inflammatoire qui modifie la perception et les fonctionnements cérébraux et la réactivité vis-à-vis du stress. Et donc on sait maintenant qu'il y a une neuroinflammation au niveau cérébral qui modifie les humeurs, qui augmente le stress, qui augmente la dépression, qui augmente l'anxiété. Et donc ça marche aussi dans l'autre sens, comme un cercle vicieux. Et pourquoi on dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau ? Parce que 90% de la sérotonine de votre corps, qui sont des neurotransmetteurs de l'humeur, de comment vous vous sentez bien ou pas, et même de la dopamine, bah c'est produit par l'intestin. C'est produit par l'intestin et probablement ça circule. Et donc, il y a des vieilles études qui ont montré que quand on mesure des paramètres de l'inflammation dans le sang des patients déprimés, eh ben, on va avoir chez les gens qui ont beaucoup d'interleukine 6, de TNF, c'est-à-dire des molécules de l'inflammation, on a un impact sur l'humeur et sur la dépression. On sait aussi, il y a eu des études, vous savez, de transplantation de microbiote fécal dans les maladies inflammatoires, que certains patients ont une humeur qui change un peu après la transplantation de microbiote. Mais ça, Harry Sokol, si vous avez des questions, je les laisserai pour lui, parce que ça, je le maîtrise beaucoup moins bien que lui. On sait aussi qu'il y a un état inflammatoire dans la dépression au niveau du cerveau. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont essayé d'utiliser les anti-TNF comme traitement de la dépression. Alors, ça n'a pas très bien marché, parce qu'il y a des traitements antidépresseurs qui marchent bien mieux. Mais quand on fait des études d'imagerie fonctionnelle de patients avec anti-TNF, on voit qu'il y a une réactivité de certaines zones cérébrales impliquées dans l'humeur, le stress, la dépression, qui ne sont pas les mêmes et qui bougent différemment. Et d'ailleurs, on a comme effet secondaire des fois des anti-TNF rares, des modifications de l'humeur.
en troubles de l'humeur, mieux, moins bien, mais ça peut arriver, c'est un effet secondaire rare. Et maintenant, on a de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, donc on peut regarder s'il y a une activation des neurones impliqués dans la réaction au stress et à la dépression qui sont différemment activés. Et donc, en fait, il commence à y avoir pas mal d'études qui, quand ils prennent des populations contrôle, stressés ou pas stressés, déprimés ou pas déprimés, et des patients qui ont une vraie Mickey, active ou inactive, eh ben, on peut voir des zones cérébrales qui ne marchent pas de la même façon, avec des zones qui sont plus ou moins sensibles au stress, et donc d'avoir une cartographie de la réactivité au stress et aux émotions qui est probablement modifiée par un état inflammatoire. Probablement modifiée par un état inflammatoire. Ouais. Ça y est, je suis stressé, je produis du cortisol. Alors, ça tombe bien, 5 minutes, des pistes pour agir. Qu'est-ce que vous dit l'OMS pour baisser votre stress? Il vous dit des trucs tout simples, maintenir une routine quotidienne, bien dormir, vous isoler, le sommeil, c'est important pour gérer votre stress, essayer d'avoir des repas à heure fixe, rester en contact avec les autres, avoir des interactions sociales. Quand un problème arrive, il faut en parler, ça aide beaucoup à gérer différemment son stress, manger sainement, et surtout, la fin, faire gaffe aux réseaux sociaux, à l'inondation des informations stressantes. Il y a des guerres partout, tout ça, ça ne va pas, mais on est surchargé d'informations stressantes. Ne pas regarder tout ça avant de vous coucher et essayer de faire un break de réseaux sociaux. Les médicaments peuvent aider à la fois pour les douleurs digestives, mais à la fois à mieux gérer. Il y a beaucoup d'études sur les antidépresseurs qui montrent que ça améliore la qualité de vie des patients Mickey et des patients qui ont bien sûr des échelles de dépression et de stress importantes. Il y a des médicaments comme l'amitriptyline, le Laroxyl à toute petite dose qui n'ont aucun impact sur le cerveau, mais qui donnent une réactivité du stress de l'intestin qui bouge et qui améliore beaucoup les gens. Deuxièmement, les techniques non médicamenteuses. Alors, ici, c'est la diapo que Laurent a montrée. Vous avez beaucoup d'études qui regardent la thérapie cognitivo-comportementale, la méditation de pleine conscience, l'acupuncture, etc. Et là, vous avez la synthèse de ce que ces études ont fonctionné, sur quoi elles ont fonctionné. C'est la partie verte, études positives. La partie rouge, c'est quand ça n'a pas marché. En fait, là, j'ai pas de flèche, mais ce qu'on voit, c'est que ça marche très bien sur la qualité de vie. Ça marche moins bien, en tout cas, ce n'est pas encore démontré chez l'homme comme c'est démontré chez la souris, ça marche moins bien sur les paramètres de l'inflammation. Mais sur la qualité de vie, oui, c'est indéniable. Alors, qu'est-ce qui a été beaucoup étudié? La thérapie cognitivo-comportementale, beaucoup étudiée, il y a des effets positifs. Il y a d'autres techniques, bien sûr. Ça, c'est une autre technique dérivée de la thérapie cognitivo-comportementale. 12 semaines de traitement, on voit qu'il y a un niveau de stress qui baisse. Et une qualité de vie qui augmente. Et puis, il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi on ne se servirait pas du système nerveux pour avoir un effet anti-inflammatoire, et notamment le nerf vague, puisque quand on le stimule, il va y avoir des effets anti-inflammatoires au niveau de l'intestin. Donc là, il y a eu des études pilotes. Bruno Bonaz à Grenoble faisait ça il y a quelques années. Là, c'est une étude des Pays-Bas. Des Pays-Bas, qui ont implanté des petits stimulateurs du nerf vague à 17 patients souffrant de Mickey qui étaient en échec de traitement par corticoïdes et biothérapie. Il y a eu un effet positif. On voyait baisser la calprotectine, on voyait baisser les symptômes, mais honnêtement, c'est un effet qui était modeste par rapport à une utilisation correcte de médicaments, un changement de ligne thérapeutique. Donc c'est intéressant, mais c'est pas... voilà. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On va lancer une étude et l'AFA participe à cette étude pour voir si, lorsqu'on on propose un programme qui va prendre en compte l'alimentation, l'activité physique, mais aussi la santé mentale, à des patients qui ont une Mickey peu active en rémission, mais qui ont des symptômes de la vie de tous les jours. On va y avoir un tirage au sort avec des patients qui vont rentrer dans le programme pendant quelques semaines, 3 mois, des patients qui ne vont pas avoir le programme, et ensuite, à l'issue, on va changer de groupe, c'est-à-dire ceux qui ont eu l'intervention, ils vont arrêter pour voir s'il y a un effet persistant, et les autres, l'autre groupe va en bénéficier, et on va regarder, en fait, 60 patients dans chaque bras, si ça a un impact de prendre en charge cette santé mentale, mais dans le cadre de soins aussi qui intègrent la santé, qui intègrent l'alimentation et l'activité physique, si ça va avoir un impact sur la qualité de vie, mais si ça va aussi avoir un impact sur le contrôle inflammatoire de la maladie. Ce qui est rigolo, c'est que on s'intéresse maintenant à la mesure du stress et de l'anxiété par d'autres techniques qui sont possibles maintenant avec les analyses d'images en intelligence artificielle.
Je vous montre ici un truc, c'est que lorsque, dans les études dont je vous ai parlé, lorsqu'on fait des enquêtes pour dire est-ce que vous êtes stressé, pas stressé, en fait, on fait une étude, on donne un questionnaire de 30 pages aux gens, ils remplissent leur questionnaire à un moment T. Et donc, on évalue le stress, l'anxiété. Et donc, ce n'est pas toujours très fiable. Là, on a des outils qui vont pouvoir, sur votre webcam, quand vous êtes au travail, sur votre télé, quand vous êtes en train de regarder la télé, regarder vos émotions faciales et avoir un niveau de stress. C'est exactement comme si vous mesurez la tension, si vous allez chez le docteur et vous pouvez avoir 17 de tension parce qu'il y a l'effet blouse blanche. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une mesure de la tension sur votre journée de 24 heures, une mesure de holter tensionnel. Et ça donne une vraie mesure de votre tension. Là, on pourra mesurer vraiment si vous êtes stressé, combien vous êtes stressé, pour répondre à la question est-ce que la quantité de stress influe sur la Mickey, et aussi pour voir si on a des interventions thérapeutiques, type thérapie cognitivo-comportementale, hypnose ou autre, qui modifient la quantité de stress que vous avez au quotidien. Pourquoi c'est important de baisser ce stress ? 1, c'est pour aller mieux, mais 2, parce qu'on pense aussi que ça joue dans la réponse aux médicaments. On est aujourd'hui incapable, lorsqu'on vous donne un médicament parce que vous êtes en poussée, de savoir si ce médicament marche. Alors, il peut marcher ou pas marcher pour des raisons biologiques, c'est-à-dire c'est pas adapté à votre inflammation ou c'est adapté à votre inflammation, ça on peut pas le dire. Mais ce qui va compter aussi dans la réponse au traitement, c'est pas que la biologie. C'est aussi, est-ce que dans votre environnement, vous calmez votre alimentation parce que vous faites du sport, vous dormez bien, vous mangez bien. Ça joue dans l'activité inflammatoire et donc qui peut moduler l'effet d'un médicament. Mais aussi votre état votre état mental. Parce que si vous êtes très déprimé, très anxieux, et ben en fait, vous allez voir négativement le traitement, vous allez voir les effets négatifs plutôt que les effets positifs, vous allez vous dire le moindre effet secondaire, j'arrête parce que j'ai peur du médicament, vous n'allez pas y croire, et puis en plus, vous allez sécréter dans votre intestin des marqueurs de l'inflammation qui font que le médicament ne marche pas. Donc en fait, la santé mentale joue dans la réponse thérapeutique, et il va bien falloir qu'on améliore ça pour augmenter le succès des médicaments. Donc là, j'ai fini. Quelques messages que je voulais vous faire passer, c'est qu'en fait, on sait maintenant que c'est un cercle vicieux. Ok, on sait maintenant que biologiquement, le stress, ça majore vraiment l'inflammation intestinale. Et donc, à la réponse, est-ce que ça peut déclencher des poussées ? Chez certains patients, oui. Chez d'autres, non. Mais chez certains, oui. Et par contre, quand on a de l'inflammation dans son tube digestif, on a aussi une réactivité au niveau du cerveau qui est plus sensible au stress. Donc, on est plus fragile vis-à-vis du stress. Et je pense qu'on peut dire maintenant que le stress, c'est une manifestation extra-intestinale des Mickey. C'est-à-dire qu'on sait que dans les Mickey, il peut y avoir des douleurs articulaires, des problèmes de peau, des problèmes des yeux au niveau de l'inflammation. Et bien peut-être que l'anxiété, la dépression, c'est une manifestation extra-intestinale de l'inflammation des Mickey. Et il va falloir la soigner. Et donc, il faut déculpabiliser les gens. Ok, vous êtes stressé, c'est pas complètement de votre faute. Ça peut l'être un peu, hein, mais c'est pas complètement de votre faute. Il faut que ce soit plus un tabou, ni pour l'entourage. Il faut que ce soit plus un tabou pour les docteurs. Moi, j'ai passé mes études de médecine à entendre des vieux gastro dire à leurs malades « Non, mais c'est psychosomatique, vous avez mal au ventre ». Donc moi, je m'interdisais de parler du stress à mes patients parce que j'avais l'impression que mes patients allaient me dire « Non, mais le docteur, il est en train de me dire que c'est psychosomatique alors que je souffre vraiment ». Donc j'ai pas trop parlé de ça. Et franchement, je me suis gouré. Je pense que c'est important d'en parler. Et il ne faut pas avoir peur d'utiliser un peu de temps en temps des antidépresseurs, des trucs, en plus des thérapies non médicamenteuses. Parce que franchement, ça peut changer la vie. Franchement, ça peut changer la vie. Et voilà, j'ai fini. Merci, professeur Tréton. Merci.